pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 14. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique, humour, et parfois aussi, on parle de comédie française. Ça va pas ensemble. Donc oui, After Eight 14 va se consacrer à Camping 3, et plus généralement à la filmo de Fabien Antoniente, qu'on s'est tapé et retapé. Et on peut vous le dire, on est assez remonté. Pour co-présenter avec moi et aussi témoigner de cette descente aux enfers, Benjamin François, aka Quix, est avec nous. Coucou Quix. Eh oui, coucou, je suis là, bonjour, salut les auditeurs, et je te confirme, on est remonté parce que, toi, tu toutes les fais régulièrement quand ça sort, mais moi, je n'avais jamais vu un seul film de Fabien Antoniente, donc j'en ai regardé plusieurs pour cet épisode, et on a donné de notre personne. T'en as vu aucun avant ce jour-ci? Je n'en avais vu aucun avant, ces dernières semaines pour préparer ce podcast. Ouais. Et tout à ton honneur, tu t'es un peu tout retapé, quoi. Pas tout, je me suis pas tapé toute la filmo, mais j'en ai vu déjà quelques-uns et t'as vu l'essentiel. C'était douloureux. Et t'as pas vu Camping 3, mais écoute, il faudra me croire sur parole. Je vais te faire confiance, je sais que tu es assez énervé, donc. Et moi, je suis Daniel Andreev, aka Kawaii Robotics sur Twitter. Et comme presque d'habitude, on va commencer par une séquence où on fait le point sur nos actus, sur ce qu'on a fait ces derniers, juste avant le précédent enregistrement. Et on passera ensuite au sujet de ce fameux sujet du jour, et à la fin, nos coups de cœur, car on n'est pas des gens sans pitié. Et alors, dis-moi, Quix, comment ça va depuis l'épisode After Eight spécial que tu as fait avec papa, le Growlcast? Eh ben, le Growlcast, on est très content parce qu'on s'est bien amusé à le faire, et les gens ont l'air de s'être bien amusés à l'écouter aussi, alors que c'est quand même 2 heures où on parle de musique sans passer de musique, donc c'était quand même un concept un peu particulier, mais ça nous a fait 2 heures plaisir. Où vous parliez de pure passion, quoi. Et ouais, mais voilà, ça nous fait plaisir que les gens apparemment apprécient, donc écoute... Ce qui peut nous donner des idées pour faire plein de variantes. Tout à fait. On peut faire des camping-casts. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré d'After Eight classique, et qu'à la base je voulais revenir sur les élections US parce que c'est un peu ce qui fait les gros titres ici. Il y a quelques semaines, on a eu droit à la société de presse qui a inventé une victoire d'Hillary Clinton, qui a été reprise largement par l'ensemble de la presse et des médias, genre ça y est, Hillary Clinton a la nomination. Non, elle n'avait pas la nomination, car non, les votes des super delegates ne sont pas définitifs. Et même si ça aurait tenu du miracle pour que certains changent leur vote pour les Sanders, au moment où Hillary a été déclarée vainqueur par la société de presse, la Californie, qui est quand même le plus grand État, le plus important État, n'avait pas voté. Donc maintenant, mathématiquement, Sanders ne peut plus revenir à moins qu'il arrive à convaincre les super délégués de changer leur vote pour lui. Mais ça a peu de chances d'arriver. Donc depuis, il a jeté l'éponge. Il a dit qu'il allait soutenir Hillary Clinton. Mais Sanders a quand même eu une inflexion sur le programme de Clinton, qui est plus à gauche qu'il ne l'était au début. Mais il y a eu encore des news, c'est que Hillary Clinton a été entendue ce matin même, donc aujourd'hui, c'est tout frais, par le FBI, dans ce qui s'appelle l'affaire des emails. Alors je sais pas si on a entendu parler en France de l'affaire des emails. Les fameux emails qu'elle a envoyés à titre privé. Voilà, c'est les fameux emails qu'elle a envoyés depuis un serveur privé. Donc déjà, le fait qu'Hillary Clinton ait un serveur d'email privé, j'ai envie de dire, ouais, pourquoi pas, c'est pas courant, mais ok. Le problème, c'est qu'elle l'a fait à l'époque où elle était au département d'État, elle était Secretary of State, et ça pose problème, puisque c'était pas sur des serveurs agréés par le département de la Défense, par le Homeland Security, par la totalité des services de renseignement. Ne serait-ce que parce que c'est pas complètement sécurisé, en fait, finalement. C'est pas, voilà, il y avait des risques qu'elle allait envoyer des emails secret défense, depuis un serveur qui était géré par un tiers de son équipe, et qui donc n'ont pas été, c'est des serveurs qui n'ont pas été agréés par les services secrets, le département de la défense et tout le bordel. Donc potentiellement il y a un problème de sécurité d'État, de sécurité alors qu'il y a nationale. tellement de canaux pour pas être surveillé, genre tu pourrais l'envoyer sur Tinder, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est un énorme scandale, et là où c'est un peu chaud, c'est que la semaine dernière, Bill Clinton a rencontré la ministre de la Justice, Loretta Lynch, donc celle qui est responsable du FBI derrière. Alors apparemment ils ont parlé famille, ils ont parlé de leurs enfants, t'es mon œil, et donc ça s'est su alors que ça aurait dû rester secret. Donc c'est un peu chaud dans le camp d'Hillary en ce moment, parce que Trump lui il en fait ses choux gras, hein.
une candidate à la présidentielle qui est sous enquête du FBI, ça le fait pas. De son côté, Trump, lui, il multiplie les provocations. Là, il a tweeté une image d'Hillary à côté d'une liasse, enfin de tout un tas de billets verts avec un message qui dit oui, la candidate la plus corrompue du système, mais ce message dans une étoile de David rouge. Alors évidemment, ça passe pas très bien. C'est compliqué. Oui, bon, c'est Trump en même temps. Il a l'habitude de faire des déclarations comme ça. La convention républicaine à Cleveland s'annonce assez hardcore parce qu'il y a déjà des groupes anti-Trump qui se réunissent. Il y a les groupes pro-Trump qui risquent d'aller à la baston. Je pense que ça va être chaud. Donc on s'avance vers un futur qui est, on va dire, un petit peu nuageux, un petit peu, voilà. Ça va être orageux, ça va être un peu n'importe quoi. Et si Hillary Clinton se fait vraiment poser des bâtons dans les roues par le FBI, on se retrouve avec une situation où les démocrates n'ont pas de candidat. Alors est-ce que du coup on repasserait sur Sanders par défaut? Je sais pas bien. Mais ça va être intéressant, mais flippant. C'est un brouhaha de pré-campagne et c'est pas la première fois qu'on a eu ça quand même. Ouais, on verra bien. Voilà. Et toi? Je pense qu'ils vont mettre ça sous le tapis. Bon, on verra bien. Écoute, moi, j'étais au centre de c'est plutôt les podcasts qui sont au centre de toutes les attentions. Alors, il n'y a pas que After Eight et Super Ciné Battle, mais on m'a demandé de participer à une espèce de table ronde pour parler des podcasters. L'intitulé était provoque, qui s'appelait les youtubeurs du son. Et moi j'étais le seul à pas être fâché contre le mot youtubeur. Hein. Je veux dire, si on met des noms sur les trucs et puis tu l'as dit, Squeezie c'est ton pote. Hein. C'est un mec que j'ai rencontré. C'est pas mon il me connaît pas. Ah, tu l'as dit, il est très sympa et tout. Mais par contre, et putain, ça me ferait vraiment rire qu'il soit un auditeur d'After Eight. Et c'est pas impossible, hein, mais non, je déconne. Il y a du temps à perdre, tu sais. Oui, voilà. Et et donc là j'ai participé à LOL Japon, un podcast de Radio Kawa où j'ai surtout parlé, j'ai refait un peu l'article sur Sonic en fait, puisqu'ils ont écouté l'épisode sur Sonic et du coup ils se sont dit bon, on a un Sonic hater qui a des punchlines pour assassiner un hérisson. Tu as haté sur Sonic? J'ai un peu été sur Sonic, mais j'ai essayé quand même d'en dire du bien parce qu'il y a aussi des bonnes choses à dire, mais il y a des trucs bien dans Sonic. Il y a un truc qui est important, c'est que pour tout, ils sont une génération un peu plus jeune que moi, et du coup pour eux, Sonic, ils ont un lien genre d'enfant quoi. C'est-à-dire souvent Sonic c'était leur premier fucking jeu. Il y avait le dessin animé aussi. Ouais, il y avait le dessin animé avec les public service announcements qui t'annoncent que il faut pas mettre tes doigts dans la prise de courant. Et mais blague à part, tout le monde podcasting est une espèce au centre de la nébuleuse et c'est grâce un peu à Slate qui a lancé ces podcasts et tout d'un coup il y a eu plein d'articles qui ont suivi tel un chalutier à dire bon les podcasteurs français toujours qui revient la problématique de l'argent et des choses comme ça. Donc moi c'est absolument pas ça qui m'a travaillé puisque nous on travaille plutôt sur Japan Expo. Puisqu'on fait Gaijin Dash qui est l'autre podcast mais filmé celui-là en public et on sera sur la scène de Japan Expo. On l'a fait l'année dernière, ça s'est très bien passé et cette année on va essayer de trouver quelque chose pour au moins faire rigoler genre au moins donner du biscuit aux gens qui se sont donné le mal pour arriver jusqu'à fucking Japan Expo qui je le rappelle est à Villepinte et j'espère que ce sera pas le cagnard. Et du coup toute cette réflexion et cette excitation m'a permis j'ai revu Fabien qui lui est en pleine préparation pour Japan Expo et des idées pour étendre l'univers du Robotics Podcast Universe puisque le Growlcast c'était une bonne idée et voir quelles sont les possibilités à moyen terme quoi. Pour l'instant on va essayer de faire rouler After Eight et Super Ciné Battle. Le prochain épisode de Super Ciné Battle arrive lundi prochain. Et du coup, on essaie de faire rouler ça et en même temps, peut-être de rajouter au fur et à mesure des nouveaux concepts où vous retrouverez vos podcasteurs préférés, tel Quix, le youtubeur du son. Et voilà, ouais, en fait, donc ouais, du coup, le Robotics Podcast Universe est en train de mûrir. Voilà, c'est ça, c'était ma plus grosse actu en ce moment. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'on peut passer à notre sujet du jour, n'est-ce pas? Ah c'est gros sujet en plus donc. Gros sujet, grosse hate là, je pense. Grosse marade. Attention, ça va être la zinzinade totale. J'ai hâte.
Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Et maintenant, on passe à notre sujet du jour, camping, et plus généralement, le Antoniente Megaverse, quoi, parce que c'est pas un univers partagé, on peut parler d'Antoniente exploitation, à la limite, comme thème, je sais que t'aimes bien le terme. Parce qu'en fait, à chaque film, même si c'est une suite, parfois on se demande si c'est le même personnage, et c'est très bizarre à chaque fois. Voilà. Surtout, ça se sent beaucoup dans Jet Set. Hein. Ah bah ouais, Jet Set et sa suite, c'est vraiment pas le même film, et c'est pas le même univers, donc c'est vraiment curieux. Bon alors, on a déjà évoqué quelques titres, mais rappelons qu'il est auteur-réalisateur de grands classiques moderne de la comédie française, tels que Camping 1, Camping 2, Camping 3, Jet Set, 3-0 Turf. People Jet Set 2 en fait. Voilà. On a du mal à trouver le bon 3-0 exactement, un film de son époque. Et Turf aussi. Voilà. Et Disco, n'oublions pas Disco. Et Disco. Je pense qu'on va reparler de Disco plus en détail de toute façon. Alors évidemment, tout le monde attend à ce qu'on descende de Camping 3. Ça va venir les gars. Mais avant, on va essayer de se remémorer peut-être nos bons moments, peut-être notre Antoniente préféré ou peut-être le moins pire. Et je crois qu'on est assez d'accord on désigne un peu le même film. Et c'est une surprise pour moi parce que c'est un film que j'ai détesté en le voyant. Mais vas-y, balance le. Ah ouais, tu l'as détesté en le voyant avec le. Je me suis dit, genre, si je relis ma critique de l'époque, je vais halluciner parce que c'est d'une violence. Alors qu'en fait, c'est son film qui a le moins bien vieilli parce que en fait, je l'aime le moins mal vieilli peut-être. Ouais, moins mal vieilli. Je l'aime pour toutes les mauvaises raisons. Et voilà. Vas-y, on va lâcher le morceau. Alors voilà, l'Antoniente le moins pire, c'est Disco, clairement. Et toi, c'est tout frais en plus. Toi. Et moi, c'est tout frais parce que voilà, j'ai donc vu Camping 1, Camping 2, Jet Set 1, Jet Set 2 et Disco pour l'émission. Disco, il est vraiment il est à part. Alors, il est jamais drôle, mais aucun des films que je viens de citer n'est drôle. C'est jamais, il y a jamais de scène flamboyante. J'ai eu à l'époque en salle, puisque je vais tous les voir en salle. J'ai eu un moment de fou rire où genre tout d'un coup, j'ai plus pu résister et ça m'arrive parfois dans les films. Est-ce que c'était comme devant Babysitting 2 où tu t'es mort de rire tellement c'était mauvais? Alors, écoute, ça m'est arrivé dans Camping 3, je te spoiler alerte. C'est un moment où c'est comme dans Final Fantasy quand t'as ta limite. Et là, ma limite, elle a fait break. Et genre, je ris et je non-stop ris jusqu'à ce que je suis épuisé et jusqu'à ce que toute la salle se met à rire parce qu'il y a un connard qui rit alors qu'il y a rien de drôle à l'écran. Ah ouais. Et là, je me souviens que c'est parce que Franck Dubosc, elle a dit, il a fait une tape sur l'épaule du petit garçon, il sort de la cafétéria, qui est peut-être la meilleure scène de Disco, et il fait, mais t'inquiète pas, tu vas aller revoir Kylie Minogue, mon petit rouquinou, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, genre, mon petit rouquinou, et ça m'a fait tellement pas rire que j'ai explosé de rire. C'est exactement l'effet inverse. Et c'est peut-être le Franck Dubosc le plus bizarre que j'ai jamais vu, en tout cas. Mais le fait qu'il y ait rien de drôle, c'est quand même assez symptomatique. Enfin, c'est quand même des films qui sont vendus comme des comédies, et tu te marres jamais. Et Disco, c'est déprimant. C'est un pitch populiste, un peu déprimant. Disco est super, et avec une fin douce amère. C'est vraiment un film très déprimant. Mais tous les films d'Antoniente, en tout cas tous ceux que j'ai vus, sont vendus comme des comédies, mais il y a à aucun moment t'as des trucs qui sont drôles, et déjà il y a très peu de blagues. Enfin, on te vend une comédie dans laquelle il y a peut-être 5 blagues et aucune qui est marrante, déjà c'est chaud, mais je comprends pas, comment on peut rigoler devant des films pareils? Est-ce que tu as senti comme moi j'ai un truc avec, je comprends que tu rigoles pas, mais il y a un truc très bizarre avec, il y a Emmanuel Béard dans le film, et t'as l'impression qu'aucun des acteurs n'a joué dans le même film et que Emmanuel Béard est un peu le personnage tampon entre tous. C'est elle qui est le dominateur commun. Elle essaye de jouer la comédie, elle parle à Dubosc, elle se fait draguer par Dubosc, mais ensuite elle parle à Depardieu. Et tous ces personnages ne se rencontrent que grâce à Emmanuel Béard. C'est très bizarre. C'est Emmanuel Béard le point central de Disco, tout à fait, ouais. De toute façon, c'est elle qui, au final, a la backstory la plus développée, alors que c'est Dubosc le héros. Mais même si Dubosc, tu rencontres sa famille, enfin sa mère c'est Annie Cordy, qui est un peu en roue libre, mais son personnage est un peu en couleur. En fait, ce qui est marrant, c'est que Disco, je le rapprocherais de Podium. C'est un film qui a quasiment la même structure que Podium, qui raconte quasiment la même chose. Ouais, à la différence que
À la différence que là, t'as Béar qui est au milieu en love interest de Dubosc. Mais globalement, c'est la même chose. C'est un type qui a une ancienne gloire, qui était très bon dans ce qu'il faisait, qui là est au chaume du, a pas trop de perspectives d'avenir, qui s'est mis dans la merde auprès de ses voisins à cause d'une histoire de matelas. Alors c'est une histoire complètement débile. C'est des matelas à eau, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, une histoire à la con. Mais le type était danseur de disco, et danseur de disco de génie. Et donc il participe à un concours organisé par la boîte locale dont le dirigeant est Gérard Depardieu. Depardieu impérial, mais comme d'habitude, de toute façon, Depardieu, même avec un rôle de merde... même dans la daube, il est extraordinaire. Voilà. Et dans Turf, il joue un personnage de méchant dans Turf. Il est génial, quoi. Et genre, même dans une psychodaube, il est vraiment incroyable. Et je tiens à dire un truc, c'est qu'il y a le problème, Franck Dubosc. Je dis le problème. C'est que Franck Dubosc, je pense que même dans les films nuls, il peut être grand, il peut sauver un film complètement naze, parce qu'il a un abandon de lui-même qui est indispensable à la comédie et qu'on retrouve chez des gens, chez De Funès, tu vois, par exemple. Mais Dubosc, et je pense que dans plusieurs années, excuse-moi, vas-y, finis. Je pense que dans plusieurs années, on va faire il y aura des trucs genre des séances au cinéma où on va faire les intégrales Franck Dubosc. C'est des futurs classiques du ciné, hein. C'est juste que il est haï par une forme de... il y a beaucoup de gens qui le détestent, et parce que il fait un espèce d'humour suicidaire, quoi. Le mec en slip qui boit du Menko tous les matins, il a un abandon comique qui force le respect, et genre même dans Camping, quoi, même dans Camping où c'est abominable, il peut être génial, quoi. Mais en fait, j'ai vachement réfléchi au sujet parce que on en avait déjà parlé la dernière fois quand on avait parlé des comédies françaises en général, et quand tu avais dit que Dubosc sera reconnu comme De Funès l'avait été. Et en fait, je commence à comprendre ton angle, parce que effectivement, comme De Funès faisait toujours le même perso, De Funès il faisait toujours ce perso un peu bourge, un peu coinsos. Qui était au-dessus qui se pensait au-dessus de la masse, tu vois. Et De Funès c'est Bacri mais en drôle. Voilà. Et Dubosc, lui, a ce personnage de loser un peu magnifique, si tu veux, qui assume complètement d'être un tocard, et il est ce personnage dans tous les films. C'est ça qui est incroyable. Il a aucune variation de personnage, même dans Cinéman, il est comme ça, quoi. Ah mais c'est exactement ça. Moi, tu me dis que dans Disco, en fait, c'est Patrick Chirac sous un faux nom. Eh ben, c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est le même personnage. Que dans sa tête, il est dans le même film. Et je tiens à dire, alors ça c'est vraiment, c'est pas de l'élitisme, hein. Pour moi, son meilleur film, c'est Bienvenue à bord. Je sais pas ce que tu as vu, Bienvenue à bord. Non, j'ai pas vu. Tu sais, moi, les comédies françaises. Ah, mais Bienvenue à bord, il a une scène extraordinaire où il fait le ventriloque avec il fait le ventriloque et il y a une espèce de singe, et littéralement c'est le plus mauvais ventriloque du monde. Il joue un âne batté, et je pense que c'est le film où il joue le plus de un personnage, puisqu'il joue vraiment un crétin. Mais en plus il y a toute cette il a des partenaires géniaux. Il a Valérie Lemercier et Gérard Darmon qui eux ont un vrai sens comique en plus. Donc c'est vraiment Bienvenue à bord. Il y a une espèce de micro-miracle. Et alors c'est un film qui a été extraordinairement bâché à sa sortie, comme tous les autres d'ailleurs, hein. C'est jamais des films qui ont... Alors pour Camping 3, j'ai trouvé des bonnes critiques, y compris dans des magazines de renom, mais ouais, Bienvenue à bord, je pense que c'est le meilleur Franck Dubosc. Et Franck Dubosc, malheureusement, il s'est toujours accoquiné avec Antoniette, et c'est peut-être ça qui a plombé un peu son image. Moi, je pense que Dubosc, de faire Patrick Chirac 15 fois, je pense que, enfin 3 fois. Ce qu'il lui faut à Dubosc, c'est un vrai bon film avec un vrai bon réalisateur, parce que regarde, De Funès, s'il avait tourné que dans Le Gendarme de Saint-Tropez et ses suites, il aurait pas l'aura qu'il a maintenant. De Funès, il a aussi fait Hibernatus, il a aussi fait La soupe aux choux. La soupe aux choux, il a fait La Grande Vadrouille, il a fait Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, voilà. Il a été dans des comédies qui, mine de rien, n'ont pas été ont été surtout des succès populaires, mais c'est des comédies qui, mine de rien, ont traversé les époques. Moi, je pense pas que Camping soit des films qu'on prendra plaisir à revoir dans 20 ans. Je Honnêtement. pense que c'est des trucs qui vont repasser déjà, ils repassent déjà sur TF1 en boucle et tout. Mais le truc, c'est que regarde, dans Rabbi Jacob, ça va être des balises générationnelles pour plein de gens, en fait, tu sais. Ouais, je sais pas, parce que moi, les films d'Antoniente, et c'est là où Disco est intéressant, sont jamais marrants. Mais dans Disco, c'est jamais drôle, et si c'est drôle, c'est malgré eux, quoi. Et ça joue, en fait, je pense que c'est parce que c'est des films qui s'imaginent être drôles,
quand ils ont des personnages qui ont des attitudes qui ne collent absolument pas avec la réalité. Et je suis pas en train de dire qu'une comédie a besoin d'être réaliste, mais si tu veux, c'était symptomatique dans Camping 2 par exemple. Camping 2 qui est au niveau du pitch de base une décalque du 1, qui lui-même était une décalque de alors Bienvenue chez les Ch'tis est sorti avant ou après, je sais plus, enfin c'est le même principe. C'est l'histoire d'un bourge chez d'autres gens. Quoi. Voilà, c'est l'histoire d'un bourge qui débarque dans un univers qui n'est pas le sien. Donc là c'est les campeurs, c'est pas les ch'tis, c'est les campeurs. Et c'est toujours le bourge qui se met au niveau des petits, c'est jamais les petits qui grandissent, hein. C'est toujours le bourge qui comprend que les ploucs, ah écoute, ils sont ploucs mais c'est leur nature et je les aime quand même, et les ploucs restent ploucs, c'est un peu le message sous-jacent d'à peu près tous les campings en fait. C'est le message sous-jacent de plein de il y a énormément de films qui prennent ce schéma là, donc c'est pas le schéma en lui-même qui est forcément mauvais. Non, c'est le fait que Camping 2 est une décalque de Camping 1 à cela près que le personnage d'Anconina, parce que c'est Anconina dans le 2 et dans le premier c'est ça. Dans le premier c'est l'an 20. C'est donc Anconina dans le 2 qui en fait va assez facilement devenir pote avec les autres campeurs. Mais il y a au tout début, Anconina raconte à Dubosc que voilà, il est au camping parce qu'il fait un break avec sa nana. Qu'il avait prévu des vacances et tout avec elle, mais que elle l'a pas planté, donc il fait un break, mais il lui demande de garder le secret. Et évidemment, Dubosc le raconte à tout le monde. Et le lendemain, t'as tous les campeurs qui, quand ils croisent Anconina, lui font bon courage, hein, elle va revenir, vous inquiétez pas. Et là, tu te dis mais personne ferait ça. Personne aurait une réaction aussi exagérée, et tous ils surjouent à fond et ils sont tous dans l'exagération. Et c'est même pas une question de jeu, c'est une question de ils ont été écrits comme ça. Il y a un truc qui m'a marqué dans Camping 2, c'est Franck Dubosc qui est à la recherche de Willy, un bébé qu'on lui a confié. Et il va de maison à maison et de tente en tente en disant Willy. Comme si le bébé allait lui répondre. Et à un moment, il rentre dans une tente d'anglais et il fait sorry, I cherche Willy. Et ça résume complètement le personnage complètement lunaire et loufoque de ce perso. Mais maintenant qu'on a dit presque du bien de Disco Comédie, je pense qu'on peut passer à... Attends, faut qu'on finisse sur Disco, parce qu'on n'a pas vraiment dit pourquoi Disco c'est bien. Moi, enfin c'est bien, c'est moins pire. C'est parce que dans Disco, il y a justement très peu de ces scènes d'exagération complète des autres personnages, ou même Dubosc Dubosc fait du Dubosc, mais il est presque dans la retenue, et un peu comme l'était Poulvord dans Podium. Il y a une espèce de tristesse, de mélancolie dans son personnage. Et même si ça reste un film d'Otoniente, je pense que Disco est le plus regardable, et pas uniquement pour Emmanuel Béard qui est Emmanuel Béard, voilà. Et c'est c'est peut-être le plus regardable. Surtout, c'est certainement pas le plus drôle. Mais non, mais aucun n'est drôle. On va pas se mentir. Mais celui-là n'essaye même pas d'être drôle, je pense. Ouais. Disco, c'est ça. Disco qui est un film très très déprimant en fait. C'est un peu comme Boule et Bill, si tu veux, que j'ai pas vu, mais dont tu m'en as parlé. C'est vendu comme une comédie, mais c'est des films qui sont pas du tout drôles et qui sont très déprimants et très sombres. Boule et Bill, c'est un film sur la dépression de la banlieue naissante, quoi. Et Disco, c'est un peu ça, c'est la dépression de la province, de la petite ville, la petite station balnéaire de province, avec sa boîte de nuit. Et tu essayes de manager ton hobby, tant bien que mal, et essayes d'avoir une vie familiale normale alors que t'es séparé de ton gamin. Enfin, t'as Samuel de Bihan qui est dedans, qui était déjà dans Jet Set qui est aussi un de ses films les moins pires, je trouve. Mais si maintenant on parlait du pire, alors voilà. Allez, balance le son, papa. C'est quoi ton pire? Mon pire, c'est People, c'est Jet Set 2. Jet Set 2 est vraiment... Alors déjà, il faut dire que les deux, donc, on a expliqué, ils n'ont rien à voir, mais ils ont très peu de rapport. Jet Set 2, il est... Comment peut-on résumer cette histoire qui est uniquement basée autour du personnage de José Garcia. De José Garcia, qui est dans sa période cocaïne, c'est-à-dire il surjoue tout, et il surjoue à la manière de Nulle part ailleurs à l'époque, c'est-à-dire ce qu'il pense être drôle, il y va à fond, et il fait le mec exubérant qui bouge des bras et tout ça, et là il joue le gay, quoi. Enfin, c'est comme tu peux t'imaginer que José Garcia le jouerait, quoi. José Garcia joue une espèce de Jean Rock, mais genre archi gay. Genre, s'il avait pu se mettre une plume dans le cul, il l'aurait fait pour faire plus stéréotype, tu vois. Alors, le personnage principal, c'est censé être Rupert Everett, qui joue le cousin du personnage de Lambert Wilson dans le 1. Donc, les liens sont vraiment très ténus. Les deux seuls liens, en fait, entre Jet Set 1 et Jet Set 2, c'est donc Lambert Wilson qui est devenu moine, on sait pas pourquoi. Et c'est Ornella Muti qui est dans un rôle, mais horrible.
Pauvre horrible. Nalamouti, quoi. Oh là là Et- là là. Et ça, on retrouve ce problème chez Antoniente, c'est que tu sens que c'est un mec du people, c'est un mec qui aime les acteurs et qui aime la richesse comme ça. Et je dis ça, je prends plus de risques à dire du mal de son œuvre parce qu'il a une réputation de casser la gueule aux journalistes en fait. Je crois que c'était une interview dans Technicart qui disait qu'il aurait foutu un coup de boule ou je sais pas si c'est Technicart ou Ah putain. Sofilm, mais tu vois genre c'est C'est le Ouebol français en fait. Ouais, en fait, il est un peu violent et un peu, il croit en ses films beaucoup et ça le rend un peu. Donc, je vais plutôt dire que j'habite à Los Angeles et toi, tu habites à Paris. Mais ouais, il y a un truc très bizarre dans celui-là et surtout, donc tu sens qu'il aime les people et il a un truc, il aime faire des caméos et des petits rôles pour tous ses potes et pour toutes les petites starlettes du moment. Et c'est ce que j'appelle Il aime les boîtes de nuit aussi. c'est ce que j'appelle la tourette du caméo et ça il Ouais. l'a à fond quoi parce que il ne fait que ça si tu te souviens non tu l'as pas vu Turf c'est celui que t'as pas vu mais pas dans Turf en plus de Chabat Edouard Baird il y a Alex Lutz Christiane Ariely Xavier Beauvois Valérie Zetoun Pierre Ménez enfin tu vois il y a Nikos dedans tu vois et Jet Set enfin People c'est le paroxysme de tout ça quoi c'est C'est la même, ouais, parce qu'il y a il a Roland essayé de tout Courbis, mettre il y a dedans. Massimo Gargia, il y a Magloire, il y a Basile Decor et Frigide Barjot quand même il y a en Elise caméo. Moon dans un de ses pires rôles aussi Oh là là, Elise Moon est absolument atroce. Ah là, Il y a Jean-Claude Brialy. il joue l'impresario gay enfin ils jouent tous des gays en fait dans Il y a Mais- Jean-Claude Brialy dans une parodie de Massimo Gargia qui Ouais. est mais et atroce. Brialy qui est presque le meilleur du film je suis désolé Et alors, ce qui est génial, c'est que Brialy, c'est une parodie de Massimo Gargia assumée parce qu'il s'appelle Minimo, mais le vrai Massimo Gargia est aussi dans le film, hein, parce que Ouais. on pouvait le placer. alors il y a un Et truc donc, j'en Rupert parlais Everett. juste avec les gays je pense Ouais. qu'on en reparlera dans Camping 3 puisque c'est un des axes principaux du film. Ouais. Et malheureusement, quoi, parce que ce mec-là ne maîtrise pas. Enfin, c'est tant d'axes, quoi, pardon. Ah, mais alors, Rupert Everett, donc, dont on parlait, est le personnage principal. Il joue le cousin, donc, de Lambert Wilson. Il a zéro de charisme. Et avec son accent anglais, en plus, moi, il me fait penser à tous ces acteurs européens, AB Productions, genre Tom Schacht, tu vois, du Miracle de l'amour et des Mystères de l'amour. Et Ou les mecs alors, des filles d'à côté, là. Ou là, voilà, il s'appelait Daniel dans Les filles d'à Daniel. côté. C'est des mecs qui ont un accent Hey, et les tout filles, je suis photographe. pour faire les beaux gosses, voilà, mais qui jouent tellement mal que l'accent, ça le sauve pas. Et Rupert Everett est abominable dans le Bah, film. il joue un peu comme si c'était dictée magique, quoi, tu vois. Alors, il est toujours moins mauvais que José Garcia, évidemment, mais bon, et on l'a dit, José Garcia surjoue l'homo, et voilà, il y a cette scène qui, moi, personnellement, m'a traumatisé dans People. C'est la troisième ou worst quatrième scène. scène, Worst voilà. scène. C'est la troisième ou quatrième scène de boîte de nuit, car à la musique, il a réussi à avoir David Guetta, donc évidemment, il y a plein de scènes de boîte de nuit, et c'est pas le seul film où il y a de la boîte de nuit, hein. Il adore les boîtes de nuit, il y en a aussi dans Camping, Fabien Antoniente, donc ça situe le personnage. Dans People, il y a un moment où il y a des Russes qui poursuivent Rupert Everett, se retrouvent à faire une espèce de duel avec un groupe de gays, et le groupe de gays lâche... presque danseuse, hein, en fait. Ouais, des folles, c'est des folles, tout simplement. Ah ouais, il y a aucune ambiguïté là-dessus sur la manière de le jouer. Et on avait déjà été intronisé à une espèce de drogue, une sorte de LSD qui à un moment est donné à une chèvre. Et là c'est pareil, je pense que la chèvre est le principal élément comique du film, mais c'est jamais drôle. Donc t'as une chèvre, Il y a une qui chèvre prend sous LSD, ouais. qui prend du speed, voilà, et qui devient complètement maboule. Et là, les Russes, on leur fait prendre la pilule, Non, On leur met on leur met un gros coup de pied. on leur met un gros coup de pied dans les couilles. Du coup, ils ouvrent la bouche, ils prennent la pilule et ils deviennent tous homo. Et c'est et c'est illustré par un morceau des Village People, In the Navy. Et voilà, tu te prends un coup de pied dans les couilles, tu prends du speed, et t'es pédé. Et c'est comme ça que ça marche dans le monde merveilleux de Fabien Antoniente. Et ça, c'est censé être une blague, et t'es censé rire, et c'est repris ensuite en scène post-générique où tu vois la bande de Ruskov en train de dandiner du cul sur In the Navy. C'est consternant. Écoute, C'est d'une étant russe, lourdeur, d'une je me beaufrie. désolidarise de cette vision, de cette une- vision du LSD, du coup de pied dans les couilles. Et de tout T'es ce sûr que parce qu'on peut expérimenter, hein. Je peux une paire de Doc Non. Martens. Mais par contre, ça m'autorise de faire un saut vers mon pire Fabien voilà. Antoniente. Donc voilà, People c'est mon pire, et ton pire, je sais que c'est Camping 3. Bah c'est Donc, Camping vas-y. 3 et en plus parce que c'est frais, parce que c'est douloureux.
Alors Camping 3, il n'y a pas d'histoire. Normalement, tu sais, le héros, Patrick Chirac, Franck Dubosc a au moins un espèce de semblant d'arc narratif. Là, il n'y en a pas. Le seul arc narratif, c'est qu'il a pris en stop des jeunes au début, et c'est à peu près tout. Alors, est-ce que c'est les petits jeunes du coup qui se retrouvent dans un univers qui n'est pas le leur? C'est des petits jeunes qui se retrouvent dans un univers qui n'est pas le leur, et voilà. Pour accentuer le décalage entre les jeunes qui dragouillent et que les gros vieux là qui essayent de draguer mais ils y arrivent pas. Et tu sais quoi, le pire, c'est que c'est peut-être un des plus drôles parce qu'il y a quelques gags qui fonctionnent bien et alors donc en fait le héros n'a pas d'arc narratif, mais par contre tous les autres ils en ont un. Claude Brasseur qui a 80 balais. Il joue un mec il arrive au camping et on se rend compte qu'il a Alzheimer en fait. Et donc ils font des blagues sur Alzheimer. Ils font des blagues sur il a tout oublié, il a oublié mon nom, il a oublié. Et alors en fait, et moi j'étais horrifié parce que je vois que c'est le premier gag marquant quoi. Et je fais à mon voisin, je lui fais merde, tu crois qu'ils vont nous faire une comédie sur Alzheimer parce que c'est Tandax. Et là mon pote me fait non, je pense que c'est un fake. C'est un fake. Et effectivement, il avait raison. Genre c'est Claude Brasseur qui fait genre il a Alzheimer pour s'amuser un petit peu au camping. Et ça c'est juste un seul des persos et c'est le personnage le moins pire. Parce que les autres, Antoine Duléry, il arrive et en fait il arrive donc il a plaqué, il s'est séparé de Mathilde Seigné. Puisque ça, c'est un truc récurrent, c'est que toutes les femmes sont des chieuses dans le monde de camping. Ah ouais, Mathilde Seigné qui était hystérique dans le 2 et insupportable. Hystérique. Et là, il apparaît en JPEG à la fin, pendant le générique de fin. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il est en train et c'est bien expliqué dans le trailer, et toutes les vannes concernant les homos sont dans le trailer. Anthony Duléry, il est en train de vivre sa crise de la cinquantaine, et il est en train de se demander s'il est pas gay. Donc on retombe un peu sur la problématique jet set people et donc il se demande s'il est pas gay alors il faut que je raconte parce que toutes les blagues sur les gays sont déjà dans le trailer. Donc si vous êtes choqué par le trailer, voilà, pour les gays ça va à ce max là, pour les femmes ça va à peu près au maximum de ce qu'on est en train d'attendre depuis Camping 1 et Camping 2. Mais il y a quelques blagues racistes, dont une qui est presque pas mal, et l'autre, il y a le jeune noir qui arrive dans le noir, et il dit, je t'ai pas vu, quoi. C'est vraiment à ce niveau-là, quoi. Oh putain. C'est catastrophique, quoi. Et donc, Patrick Chirac est flippé que son pote devienne homo, et il dit, non, pas toi, parce que t'es un putain de bouffeur de bilou, quoi. Et du coup, il va essayer de lui mettre dans les pattes un plan cul qu'il avait, qui est une mère d'un des personnages dans le film, et elle est jouée par Christina Ricci, toujours dans les bons coups, la pauvre. Ouais. Et Christina Ricci, visiblement elle a envie de coucher un petit peu, quoi, Christina Ricci. Et là Patrick Chirac il va la voir et il fait non c'est pour mon pote du Léry là. Et là il dit est-ce que vous voulez boire un verre avant de partir? Il fait ouais, donnez-moi un verre d'eau. Et là elle se lève et elle se met à boiter parce que elle a une prothèse, elle est unijambiste. Et là la salle a rigolé, quoi. Et j'ai pris ma tête entre mes mains et j'ai fait pourquoi est-ce que je regarde ça, quoi? Parce que c'est sans doute le plus mauvais gag. Elle prend un verre et elle marche en titubant, quoi. Et elle lui jette presque le verre et ça se renverse, l'eau se renverse, quoi. Et je sais que Antoniente a dit que il y en a ras-le-bol de l'ère du temps. Lui, il est de la génération Coluche, le Luron, et que on pouvait dire les choses à l'époque, et aujourd'hui parler des Noirs, des Arabes, des Juifs, des homos, c'est suicidaire. Et il dit non, Camping 3, on a notre ambition, c'est pas être politiquement correct. Alors c'est vrai que c'est pas politiquement correct, mais les scènes après sont pires encore. C'est les pires scènes sur les sentiments. Et je me suis posé des questions sur moi-même. Je me suis dit merde, parce que ça passe des blagues sur les handicapés dans South Park, quoi. Mais parce qu'ils sont trashos. Là, il y a une espèce de rapport à la normalité et à au quotidien, quoi. Et là, donc la fille sort avec du Léry et donc il lui commence à essayer de lui faire du pied, et il touche son pied, évidemment, c'est son pied en plastique, et il dit merde, c'est bizarre, ça fait toc toc à chaque fois que j'essaie de lui faire du pied, quoi. Et c'est à ce niveau-là d'humour.
et à un moment il marche sur un chewing-gum et il colle le chewing-gum sur son pied, sur sa prothèse. Et là la foule a rigolé quoi. Et enfin la salle était pas complètement remplie. Et là j'étais vraiment paniqué devant le film, horrible, parce que en plus ça c'est une circonstance aggravante, c'est que il y a pas longtemps quelqu'un que je connais a été touché par ce genre de problème, donc j'étais très ému par ce gars qui va de l'avant et qui se laisse pas faire et qui fait je connais du sport. Et qui refait du sport et tout, et je suis très ému par ce mec. Et là tout d'un coup toutes ces vannes nulles sur les handicapés. Et là Christina Reali baise avec Duléry et du coup littéralement Franck Dubosc l'a détapétisé son ami et il se prosterne au sol, les bras en l'air, genre réussite, c'est une victoire. Ah ouais, sauvé, t'es pas pédé. Ouais. Sauvé, t'es pas pédé, c'est un peu le message de ce film. Quelle horreur. Horrible. Et alors je me suis posé plein de questions sur ce film parce que à un moment il y a Gérard Jugnot qui avait si bien marché dans c'était lequel Gérard Jugnot, son dernier gros succès là, c'était Babysitting, je crois. Ah, c'était pas Les Bronzés 3 en tout cas, c'est sûr. Ah bah tu sais quoi, c'est son niveau d'acting est à peu près équivalent à celui qu'on retrouve dans Les Bronzés 3. Il est avec sa femme Michel Larocque, acting studio, c'est toujours la même chose. Et il mange du space cake. Et évidemment, ils font n'importe quoi en bouffant du space cake, et ça fait une séquence hangover. Donc le film hésite aussi sur son propre contenu, quoi. Parce que c'est vraiment hangover quand on te propose à un certain moment, à passer un certain cap. Et Gérard Jugnot, oh là là, il est tellement affligeant. Il surjoue le space cake, et ça m'a fait penser que tous les films qui ne savent pas quoi faire en termes narratifs, alors Hangover le premier ça passait, mais ensuite ils ont fait le 2 et le 3 qui reposent exactement sur la même chose. On est drogué et blackout et il s'est passé des trucs. Alors le 3 c'est même pas ça, le Hangover 3 c'est pas le sujet, mais le Hangover 3 c'est encore autre chose, et le Hangover 3 c'est une catastrophe. Ouais, Hangover 3 c'est tellement nul, ça pourrait être un film d'Otoniente. C'est un polar quoi. Si je me souviens bien, c'est un polar en tout cas. Et du coup, je me suis souvenu du dernier film où j'ai pensé que ah merde, le coup du space cake, c'est vraiment narrativement le pire chose que tu puisses faire. C'est Transformers 2, qui est où les parents du héros l'emmènent à la fac et puis ils mangent du gâteau du voisin de chambre de merde, comment il s'appelle, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, et ils deviennent fous, et ça se termine par une séquence où on voit un chien robot se masturber sur la jambe de ah putain oui, de Megan Fox, tu vois. Et c'est une des pires séquences de cinéma. Merci Michael Bay. Et le fait qu'on ait parlé de Michael Bay et en même temps d'Antoniente, je pense qu'il y a quelque chose, là-dedans. Et on va méditer ça pour le prochain film d'Antoniente, si toutefois il n'a pas fait une descente à LA pour te descendre. Ouais, je sais pas. Moi, tu vois, quand tu dis que Fabien Antoniente se plaint du politiquement correct, nous, on fait un truc ici aux USA, c'est quand on lit une déclaration comme ça, on remplace politiquement correct par traiter les gens avec respect. Et du coup, tu relis la phrase, et donc tu dis oui, à l'époque, on n'avait pas besoin de traiter les gens avec respect, c'était quand même bien mieux. Et tu te rends compte de la volonté, en fait, de l'intention véritable qui est derrière la phrase. Et ça permet un peu de voir qui sont les gros focus, le problème, c'est que moi, au nom de l'humour, je pense que tu peux tout faire. Le problème, c'est qu'il faut pas se louper, il faut être drôle, quoi. Et il y a des sujets sur lesquels Louis C.K. il y va à fond, il fait des blagues sur la pédophilie, sur des choses horribles. Et c'est son univers, et il arrive à avoir une espèce de réflexion, et même ou même South Park, que tu citais tout à l'heure. South Park, enfin tu vois, South Park met à l'image des handicapés, mais à aucun moment la blague c'est ah regarde, il est handicapé, alors que là ce que tu décris avec Christiana Reali, c'est vraiment ça, quoi. C'est genre oh regardez, il lui manque une jambe. Non, South Park c'est jamais ça, quoi. Tu as très bien compris ce qui se passe, il lui manque une jambe, voilà. Alors après j'ai lu alors c'est vrai que les critiques sont mauvaises, mais j'ai lu des critiques dans des quotidiens français. Je ne nommerai pas, qui parle un hymne à la mélancolie, le portrait d'une solitude très hexagonale, discrète réflexion sur le spleen et du mal occidental. Bon, excuse-moi, quoi, putain, je veux dire, d'abord, on peut dire la même chose de Disco, et même de tous les films d'Antoniente. T'as l'impression de lire Bernard-Henri Lévy qui parle de Cinéman. Après, je pense que tu peux toujours retirer quelque chose d'un film, mais faut pas trop en faire, quoi, parce qu'après un moment, celui-là, le problème, c'est qu'en plus, le pire, c'est qu'il a des moments presque drôles, vraiment, où ça fonctionne. Il y a une blague raciste qui est vraiment très très drôle.
Mais voilà, le problème c'est que ça se désagrège parce qu'il veut trop en faire, parce que les handicapés, parce que les homos, oh là là, oui, tu peux pas tout faire, parce que tu n'es pas assez bon pour le faire, quoi qu'il arrive. Voilà, faut avoir du talent. Et c'est le problème de Camping 3, et plus précisément de Filmo d'Antoniente. Je crois que on a assez prononcé son prénom, et son nom, son prénom, pour au moins quelques épisodes de After Eight, non? Ouais, bah de toute façon, il y a encore un peu de temps avant qu'il sorte une nouvelle bouse, donc on a le temps. Voilà, je pense qu'on peut passer à nos recos. Je me permets juste de dire un truc, c'est que en ce moment il y a une vraie comédie qui est drôle et c'est ma reco de Super Ciné Battle à venir lundi. C'est La Loi de la Jungle. J'en parle plus longuement dans Super Ciné Battle. C'est vraiment marrant. C'est pour une fois qu'il y a une comédie vraiment drôle. Évidemment, ils ont beaucoup moins d'écran que Camping 3 et bien sûr. Ils font pas faire les millions d'entrées de camping, mais allez voir La Loi de la Jungle, c'est vraiment sympa. C'est vraiment une comédie créative, quoi. Et voilà, j'en parle plus longuement dans Super Ciné Battle. On va passer à nos vrais recos du coup. Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oyez, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. After Eight est un titre trompeur, mais ouais, après tout le mal qu'on a dit. Parce Et qu'à la fin... on a presque sauvé Disco, hein, presque. Ah non, moi je sauve Disco. Je pense que je sauve Disco. Et Ça reste un film un peu pénible à regarder, mais il est beaucoup moins mauvais que les autres d'Antoniente. Et puis on a parlé de quelques bonnes comédies, et donc du coup, ouais, ça nous arrive d'aimer les choses, et donc on balance nos recommandations. Et je crois que tu veux nous parler d'une recommandation d'un film comique. C'est une comédie, et il n'y a pas José Garcia dedans. Et il n'y a pas José Garcia dedans, non, c'est une comédie américaine. À la base, l'histoire, c'est qu'il faisait 41 degrés à l'ombre à Los Angeles, on s'est tapé une vague de chaleur il y a quelques semaines. Et donc, avec ma copine, on cherchait désespérément une clim, histoire d'être au frais, tranquille. Et on est allé voir une comédie avec Dwayne Johnson et Kevin Hart, qui s'appelle Central Intelligence. Je crois que ça s'appelle Agents presque spéciaux ou presque secrets en France, je sais plus. Il sort en fin du mois d'août. Il sort en France le 24 août. C'est réalisé par le réalisateur de Dodgeball, qui s'appelle Rawson Marshall Thurber, rien que ça. Et il faut surtout pas se fier à la bande-annonce française qui est catastrophique, dans laquelle ils ont traduit littéralement des jeux de mots, donc évidemment ça ne donne strictement rien. Mais c'est l'histoire, c'est un buddy movie qui est assez rigolo, avec donc l'ex-star du lycée qui est joué par Kevin Hart, qui est l'étudiant modèle, l'étudiant rêvé, tout le monde le kiffe, et en fait le type a été voté, élu élève le plus à même de devenir quelqu'un, tu vois, de réussir dans la vie, qui est devenu comptable dans une boîte un peu quelconque. Et l'ex souffre-douleur qui était obèse tout simplement, Dwayne Johnson, qui se faisait martyriser et qui donc devient agent de la CIA super balèze parce que c'est Dwayne Johnson quand même, mais qui a toujours ce côté un peu candide, et en fait l'ex-star du lycée le sauve de ses bourreaux lors d'une humiliation, et du coup le mec ça devient son idole. Et il revient en agent de la CIA et il l'implique dans une affaire qui le dépasse, et donc c'est du buddy movie classique, mais c'est plein de caméos rigolos. Donc voilà, à la Antoniente, il y a plein de caméos, mais qui sont vraiment sympas. Il y a des références qui sont vraiment super drôles. Je conseille d'ailleurs de revoir 16 Candles, que j'espère avoir dans Super Ciné Battle un de ces jours d'ailleurs. 16 Candles, un classique de John Hughes. On a une liste avec 16 Candles. Donc ouais. Un jour ça va passer, mais tu t'es au courant, je le tease un petit peu, on va bientôt changer de décennie. On reviendra bien sûr aux années. Espérons que ça passe pendant les 80s, mais 16 Candles, pour ceux qui connaissent pas, donc comédie de John Hughes, le même réalisateur que Breakfast Club ou Ferris Bueller, qui est tout aussi culte aux USA, peut-être un peu moins connu en France, je sais pas, mais bref. Il a pris son statut culte avec sur le tard. Ouais, je conseille de revoir 16 Candles. Je ne connais pas le titre français de 16 Candles parce que je l'ai vu ici, mais je conseille de le revoir pour saisir toutes les références. C'est 16 bougies pour Sam. Ah voilà, c'est ça. Et donc c'est avec Molly Ringwald une fois de plus, et c'est le film culte de Dwayne Johnson. Voilà, je ne dirais que ça. À voir en VO. Dwayne Johnson que j'aime de plus en plus, quoi. Mais Dwayne Johnson qui est un acteur de comédie extraordinaire. Il est très drôle. Pour moi, c'est lui qui sauvait Pain and Gain de Michael Bay. Je sais qu'on a des avis un peu différents sur Pain and Gain. Pour toi, ça suffisait pas pour sauver le film. Moi, ça me l'a sauvé parce qu'il est à mourir de rire dedans. Je déteste Pain and Gain plus que la vie même, quoi. Moi je déteste Transformers 2 plus que Pain and Gain, tu vois.
Mais c'est vrai qu'il a un potentiel comique génial et surtout il sait jouer dans les daubes. Dans les daubes là, comment il s'appelle, le truc où il y a un tsunami qui engloutit. San Andreas. San Andreas, putain, c'est à hurler de rire alors qu'il a rien à faire dedans, quoi. Ouais. Non, mais c'est vraiment un film moi, je m'attendais vraiment à voir une daube. Kevin Hart en fait un peu d'étonne, tu vois, il cabotine un peu, mais Dwayne Johnson est tellement drôle. Ça m'a fait la même surprise que quand j'étais allé voir The Other Guys, qui s'appelle en France Very Bad Cops, donc merci le titre de merde. Je m'attendais vraiment à voir une daube et j'y étais allé parce que c'était la fête du cinéma et j'avais adoré, j'avais trouvé ça très drôle. Et ben Central Intelligence, ça m'a fait la même chose. Je m'attendais à voir vraiment une croûte et finalement c'était vraiment drôle. Donc je le recommande le 24 août et je conseille de le voir évidemment en VO et en essayant le moins possible de lire les sous-titres parce que je pense que les sous-titres vont non, alors les sous-titreurs en général ils se cassent le cul quand même. C'est pas après tu peux avoir des mauvaises surprises, mais en général les mecs qui font des sous-titres en tout cas s'ils ont le temps, ils se cassent le cul. Ce que j'ai vu dans la bande-annonce ne me rassurait pas. Je conseille d'éviter la bande-annonce et je conseille d'éviter de lire le cast sur IMDb parce que faut avoir les surprises des caméos, ça sera vachement mieux. Voilà, j'étais un peu long. Bref, c'est à toi. Écoute, du coup, je vais faire une double reco. Vas-y. Écoute, je tiens à te dédier cette reco à toi, Benjamin. Ouais. Puisque je vais te dédier c'est un podcast qui s'appelle Keep It Close to Me et que j'écoute avec beaucoup d'intérêt et il fait un spécial toutes les semaines qui s'appelle I've Got a Beat Mortal Kombat Annihilation. Oh, merde. Et ce mec-là qui s'appelle Chris Haley, qui est un dessinateur de comics, qui est d'abord, je trouve assez sympa dans ce podcast. Il s'est lancé un défi et il regarde tous les jours que Dieu fait pendant 1 an Mortal Kombat Annihilation. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais en fait le fait que tu t'es tapé tous les Fabien Antonietta en très peu de temps, je me suis dit putain, faut être quand même un peu maboule et le fait que tu sois un peu maboule comme lui, ça me parle, tu vois, votre folie me parle. Et donc dans I Got a Beat Mortal Kombat Annihilation, il parle toutes les semaines de comment il l'a vu, comment la nouvelle manière d'interpréter le film. Ça dure combien de temps? Parce que c'est en général, je sais pas, c'est une demi-heure, c'est des podcasts d'une demi-heure. Pendant une demi-heure, il parle de Mortal Kombat Annihilation, sérieux? Ouais, et alors à chaque fois, il invite une nouvelle personne. Et donc, il débat de James Remar, de tous les autres acteurs, de qu'est-ce que ça t'a fait. Et toutes les semaines, il essaie de trouver des trucs à dire. Ils ont fait le jeu à boire Mortal Kombat Annihilation. Il y a à chaque fois des nouveaux angles d'attaque pour ce film. Et voilà, je recommande Keep It Close to Me, I've Got a Beat Mortal Kombat Annihilation. Il y a un très bon épisode de Crost sur Mortal Kombat Annihilation. Ah ouais? Pour ceux qui écoute, ouais. Je vais le regarder de ce pas. Ouais, Karim Debache, cœur. Oh putain, j'espère qu'il est sous-titré, je vais les voir. Et ma deuxième reco, c'est un jeu qui s'appelle Fury. Est-ce que tu en as entendu parler ou pas? Alors je crois c'est un jeu qui sort sur PC et il sort sur PC et PS4. Mais est-ce que alors peut-être que je confonds, c'est un jeu à la Dark Souls ou pas du tout? Alors non, c'est difficile à la Dark Souls, mais c'est pas du tout Dark Souls. C'est un all boss game. C'est que des boss à buter. D'accord. Et c'est vrai que ça ressemble à Dark Souls parce qu'il y a une espèce de difficulté et qu'il faut apprendre les patterns et comprendre ce qui se passe pour essayer de survivre. C'est l'histoire d'une espèce de samouraï du futur qui se réveille en prison, il se délivre et au fur et à mesure, il doit battre tous ses geôliers au fur et à mesure. Et l'univers est un peu Mobius, un peu étrange, un peu SF baroque, tu vois. Ah, je vois des images là, c'est très joli. Ouais, l'esthétique est enfin vraiment esthétiquement c'est super. C'est chara-designé par le mec qui est le créateur de Afro Samurai que tu connais peut-être, le dessin animé Takashi Okazaki. Les musiques c'est des bonhommes du secteur, c'est genre Carpenter Brut, Toxic Avenger, Danger, tu vois des mecs comme ça. Ouais, c'est cool. La musique est géniale. Et surtout c'est très très prenant et c'est très dur. Ça fait plusieurs jours que j'y joue. Je sais que je fais un boss par jour parce que c'est vraiment dur et quand je réussis ça m'apporte tellement de plaisir et c'est ce que je recherche le plus dans le jeu, c'est quand il me donne. Mais du coup c'est un beat'em all ou Non, c'est pas un beat'em all, c'est plutôt c'est un peu un beat'em all mais c'est beaucoup basé sur la garde contre-attaque, riposte et esquive, tu vois. Donc c'est un peu beat'em all, ça ressemble un peu à, je sais pas comment dire, ça ressemble un peu à Metal Gear Revengeance.
Ouais, Et- j'allais demander, est-ce que c'est un platinum dans l'esprit, en fait? C'est très platinum dans l'esprit. La première fois, en fait, D'accord. je l'ai découvert parce que Gotos a montré dans l'émission Gamecult auquel j'ai participé, et là j'ai fait waouh, franchement ce jeu, parce que il y a les boss ont des patterns différents, et tout d'un coup il y a des boss qui vont être plus shoot them up, qui ont des patterns de shoot up, donc il faut esquiver, passer faut se faufiler entre les balles. C'est écoute, moi je trouve que tout repose sur le timing et sur ses réflexes et sur sa manière de comprendre les boss ennemis, et du coup ça donne un jeu génial et mélancolique. Je crois que ça vaut 25€. Alors, je vois pas de prix sur Steam, mais Ouais, je crois que ça va valoir 25€. Il sort le et- 5 juillet. Ouais, 5 juillet. Et franchement, c'est de la bonne cam. C'est un une de mes jeux coup de cœur de l'année, quoi qu'il arrive. Et vraiment, je suis vrai. Et à chaque fois, je peux te dire que à chaque fois, je maudis le jeu à chaque fois que je perds, parce que vraiment, il m'est arrivé de perdre en rafale, et t'essayes de comprendre. Il y a des moments où tu y arrives même plus, t'as plus les timings et tout. C'est vraiment génial. Moi, j'adore ce jeu. Eh ben, écoute, ouais. Et ça bah, s'appelle je suis Fury, tout pas mal simplement. hypé. F-U-R-I. On mettra Ouais. les liens sur le site internet. Ouais, je vois une vidéo sur Steam, là, et ça a l'air vraiment chouette, donc ça y est, il est sur ma wishlist, voilà. Oh là, ta wishlist de 8 milliards de jeux. Non, parce que j'en ai acheté beaucoup pendant les soldes. D'accord. C'est la fin du 14e épisode d'After Eight déjà. On vous remercie d'être à chaque fois plus nombreux à nous suivre et d'en parler autour de vous, parce que c'est ça qui nous fait exister. Je suis toujours ému quand je vois des messages d'auditeurs qui nous disent qu'ils nous ont découvert là récemment et qui remontent le fil des épisodes. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils en pensent à chaque fois. Ça fait rudement plaisir. Ah, Comme c'est d'habitude. super chouette. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des petites étoiles sur iTunes, parce que ça aussi, ça fait parler de nous, ça aide à notre référencement. Quix, où peut-on te repérer? Je dis ça pour Fabien Antoniette. Oui, alors, salut Fabien. Je suis Quix, KWXZ sur Twitter. Je suis Quix198X sur Street Fighter V entre deux maintenances, donc pas souvent, hein, parce que malheureusement, il y a beaucoup de maintenance. Et sinon, en ce moment, je joue à Daikatana, donc je me demande si je vais pas en faire un let's play, tellement c'est nul à yesh et hilarant à la fois. C'est un peu la série Z du jeu vidéo Daikatana. T'es un guerrier surpuissant et tu te bats contre des moustiques et des crapauds, voilà, c'est très drôle. Ouais, après Fury, Daniel. c'est Ah ouais. Où peut-on te retrouver, toi? Eh ben écoute, moi je suis @KBRobotics sur Twitter, sur Gamecult, et évidemment Super Ciné Battle, Mais oui! avec l'inénarrable Papa, avec qui tu as fait l'épisode précédent, Le l'épisode Growlcast. hors série, le Growlcast. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur la scène de Japan Expo vendredi après-midi, si je survis après cette journée, parce que c'est quand même très très dur physiquement Japan Expo. Si Et, tu survis en mangeant les sandwichs à 25€ de Japan Expo. Non, tu rigoles, je prends des provisions avant. La phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver After Eight sur le site after8.fr, iTunes, YouTube, et on peut se le dire, franchement on se demande si on continue pour SoundCloud. Voilà, On est fauché comme les blés. Voilà, Vas-y. on est fauché. SoundCloud, si on veut pouvoir uploader tous les épisodes, c'est 15$ par mois. Enfin bref, SoundCloud est extrêmement pénible, il nous limite sur la durée, et honnêtement, payer 15$ pour SoundCloud, voilà, on est désolé pour les quelques personnes qui nous suivent sur SoundCloud, mais je pense qu'on va pas tarder à l'abandonner. De toute façon, vous avez déjà pu voir que les épisodes arrivent de plus en plus en retard, parce que c'est un peu la 5e roue du carrosse, on n'y pense pas forcément. Ouais, Donc- YouTube, on le met en priorité sur iTunes, et sur le Voilà. site iTunes et YouTube. Si vous nous écoutez sur SoundCloud, commencez à prévoir, peut-être abonnez-vous sur YouTube, ou alors abonnez-vous sur iTunes, ou abonnez-vous directement sur notre RSS avec un client podcast tiers. Mais SoundCloud, on va l'abandonner, je pense, à terme. Peut-être pas encore tout de suite, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà. Sauf si vous envoyez un gros chèque à Quix qui se... Ah, effectivement, si quelqu'un veut se dévouer pour nous financer les 15$ par mois de SoundCloud, oui, là on Non, continuera non, SoundCloud, mais on verra bien. ouais. Et donc sur ces belles paroles anti-SoundCloud, SoundCloud et Fabien Antoniette même pour moi. À bientôt pour notre prochain épisode. On vous embrasse très fort. Plein de bisous. Merci et salut.
putain, j'ai oublié de dire que le personnage de José Garcia, c'est pas du tout le même que son personnage dans Jet Set, parce qu'il était déjà dans Jet Set et c'est pas du tout le même si perso. tu veux, on le dit dès que t'arrives dans tes recos. T'aurais pu faire la reco, c'est la filmo de José Garcia.